Dans 99% des cas, les jeux vidéo ne causeront que du positif à ceux qui y jouent. Mais aujourd'hui, on va parler de ce 1%, ce pourcentage qui pousse des gens instables à faire des choses horribles et souvent à commettre l'irréparable. Pour la première histoire, on part à Jacksonville, en Floride, le 25 août 2018. Un samedi comme les autres, ou presque. Dans un petit centre commercial, des dizaines de joueurs s'affrontent sur un jeu nommé Madden NFL 19, un jeu de football américain édité par EA. C'est un tournoi officiel retransmis en direct sur Twitch. L'ambiance est calme et les joueurs sont concentrés. Les cris de joie se mêlent au bruit des manettes et aux applaudissements. Rien ne laissait présager ce qui allait suivre. Parmi eux, un jeune homme de 24 ans, David Cates, un joueur déjà bien connu et champion par le passé. Silencieux, solitaire et un peu étrange selon ceux qu'il côtoie. Mais il joue bien, même très bien. Certains le connaissaient sous le pseudo de Bread, un surnom banal, presque inoffensif. Mais ceux qui l'ont croisé en tournoi disent tous la même chose. David Cates n'avait rien d'inoffensif. Il ne parlait pas, il ne riait pas. Toujours ce même regard vide. Cette tension dans la mâchoire, comme si quelque chose bouillonnait en lui. Et ce jour-là, rien ne va se passer comme prévu. Cates perd un match après en avoir gagné 2. Mais cette simple défaite, d'apparence simplement frustrante pour la plupart des joueurs, sera pour lui une humiliation. On le voit se lever, serrer les dents et quitter la scène sans un bruit. Le regard vide et son visage figé. Personne ne sait ce qu'il pense, mais une tension s'installe dans la salle. Un malaise presque invisible, mais bien réel. C'est alors qu'il quitte l'endroit où se trouvait le tournoi, va à sa voiture, ouvre son coffre et en sort quelque chose. Quelques minutes plus tard, un bruit sec résonne. Puis un deuxième, des cris, de la panique. David Cates vient de revenir, armé. Il tire dans la foule sans distinction, ou presque. 2 joueurs sont tués sur le coup et 11 autres sont blessés, le tout en direct. Les spectateurs derrière leur écran n'y croient pas. Certains pensent à une simple blague, d'autres hurlent, d'autres encore préfèrent couper la diffusion. Mais la réalité est bien là. Le tournoi Madden NFL 19 est devenu un bain de sang. Quand la police entre dans le bâtiment, Cates est déjà mort. Il a mis fin à ses jours d'une balle dans la tête. Les enquêtes révéleront un lourd passé. Troubles mentaux, hospitalisation, médicaments. Son dossier médical mentionnait des épisodes de schizophrénie et de paranoïa. Sa mère, elle, disait de lui qu'il n'aimait pas perdre. Mais à ce niveau-là, ce n'est plus de la compétition. C'était une obsession maladive, une rage froide nourrie par des années d'isolement. Ce jour-là, David Cates n'a pas explosé à cause d'un jeu vidéo. Le jeu n'a pas créé un monstre. Il a juste été le miroir d'une détresse qu'aucun tournoi ne pouvait réparer. Un mélange de solitude, de pression et d'instabilité mentale qui en quelques minutes a transformé une salle de compétition en scène de crime. Pour la deuxième histoire, on part à Seattle en 2016. 2 colocataires, 2 passionnés de jeux vidéo. Ils se connaissent depuis le lycée. Même humour, même soirée, même passion. Counter-Strike. C'est leur routine. Ils bossent le jour, ils jouent la nuit. Des heures entières à s'affronter, à crier, à rire. Des amis comme il en existe des millions. Mais ces derniers temps, quelque chose a changé. Les blagues deviennent piquantes, les défaites plus dures à avaler. L'un gagne souvent, l'autre un peu moins. Et petit à petit, une frustration s'installe. Une rancune silencieuse, invisible, mais bien présente. Ce soir-là, il lance une nouvelle partie. Encore un duel, encore les mêmes cartes, les mêmes cris. Mais l'ambiance est différente. L'air est lourd, presque électrique. Une simple provocation de la part d'un des joueurs provoque une violente dispute. Les insultes fusent, les mots dépassent les limites. Puis, un silence, long, pesant. Il est presque minuit quand la soirée s'arrête. Silence. Juste le bruit du ventilateur et des clics de souris qui cessent. L'un se lève brusquement, quitte la pièce, descend dans la cuisine. Son cœur bat extrêmement vite. Beaucoup, trop vite. Sur le plan de travail, il récupère quelque chose. Monte les escaliers. Chaque marche résonne comme un compte à rebours. Dans la chambre, son colocataire ne voit rien venir. Il a encore le casque sur les oreilles. Il tourne la tête au moment où la porte s'ouvre et tout bascule. Quand les voisins entendent les cris, il est déjà trop tard. La police retrouvera le tueur assis dans le salon, le regard vide, le couteau encore dans les mains. Et cette phrase répétée encore et encore. Je ne savais plus si on jouait encore ou si c'était fini. Troisième histoire, Shanghai, 2005. Les cybercafés tournent à plein régime. Les murs tremblent sous les clics frénétiques, les cris de victoire et les néons fatigués. C'est la grande époque
des MMO RPG et surtout de Legend of Mir 3, un jeu en ligne où le prestige se mesure en armes rares et objets légendaires, où les pixels ont plus de valeur que l'or. Et deux amis passent leur nuit à y jouer. Ensemble, ils ont tout bâti, des heures d'effort, de grind et de stratégie. Et un jour, ils obtiennent l'arme ultime, une épée rare presque unique. Mais voilà, l'un d'eux décide de vendre cette épée contre de l'argent réel. Et le tout sans prévenir son ami. Juste comme ça, d'un simple clic. L'objet disparaît de son inventaire et avec lui, quelque chose se brise. Quand le deuxième joueur l'apprend, il croit d'abord à une simple blague. Puis, il comprend. Et là, plus rien ne retient sa colère. Parce que pour lui, cette épée n'était pas juste un objet virtuel. C'était des centaines d'heures de vie qu'il avait passé à essayer de la récupérer. Alors, il fait ce que sa rage lui dicte de faire. Il se rend d'abord chez son ami pour discuter. Mais le ton finit par monter. Une voix tremble, puis la réalité bascule. Un coup, puis deux, et le corps de son ami s'effondre. Tout ça pour une arme virtuelle. Une illusion numérique devenue un prétexte à un meurtre bien réel. Lors de son procès, le meurtrier dira « Je ne voulais pas le tuer, je voulais juste qu'il comprenne ce que ça valait pour moi. » Quatrième histoire, Taïwan, 2015. Il est un peu plus de 10h du matin quand une serveuse d'un cybercafé s'approche d'un joueur endormi sur sa chaise. Le casque encore posé sur sa tête, un gobelet vide posé à côté de son écran. Elle l'appelle doucement, rien ne se passe. Elle insiste, toujours rien. L'homme ne bouge plus. Et là, dans cette pièce saturée de lumière bleue, avec le ronronnement des PC en bruit de fond, elle comprend. Ce joueur est mort. Il avait seulement 32 ans. Et pendant plus de 3 jours, il avait joué sans s'arrêter, sans manger, sans dormir. Juste, il enchaînait les parties de League of Legends portées par l'excitation, l'adrénaline que proposait le jeu. Les caméras de sécurité montreront tout. Les heures qui passent, le corps qui s'effondre petit à petit, les gestes plus lents, la tête qui penche, jusqu'au moment où la fatigue ne laisse plus rien. Son cœur finira par s'arrêter, tout simplement. Mais l'ordinateur, lui, continuera de tourner, comme si de rien n'était. Dans les journaux, on parlera d'addiction, de troubles mentaux. Mais la vérité sera tout autre. Ce n'était pas juste un joueur qui voulait s'amuser, c'était une personne qui voulait fuir la réalité. Et dans sa fuite, il a trouvé un univers virtuel qui lui a littéralement pris sa vie. Pour la dernière histoire, on va partir sur un registre un petit peu différent. La personne dont on va parler s'appelait Marc, un étudiant en informatique passionné par les jeux vidéo d'horreur. Un de ces types discrets, sans problème, sans histoire, qu'on croise sans jamais faire attention. Mais ses amis disent de lui qu'il passait des nuits entières à tester des prototypes pas encore au point. Des jeux expérimentaux trouvés sur des forums un peu obscurs. Des créations étranges, parfois inachevées, avec des fichiers sans nom et des menus bâclés. Parmi tous ces jeux, il y en avait un qui avait su retenir son attention. The Mirror Room. Un petit projet anonyme, sans auteur connu. Un jeu où le personnage se réveille dans une pièce vide, face à un miroir. Et plus on y joue, plus le reflet commence à changer. Il ne bouge plus exactement comme vous. Ses yeux suivent vos gestes avec un léger retard. Parfois, il sourit quand vous ne faites rien. Au début, Marc trouvait ça fascinant. Il disait que c'était le jeu le plus intelligent qu'il ait jamais vu. Mais très vite, son entourage a commencé à remarquer qu'il n'allait pas très bien. Il ne dormait plus, il ne mangeait plus. Il disait que le miroir le regardait vraiment, pas juste dans le jeu, mais dans la vraie vie. Qu'il comprenait ce qu'il pensait, et qu'à chaque fois qu'il éteignait son PC, il sentait encore le reflet du miroir bouger à travers l'écran éteint. Un soir, il envoie un message à un ami. Ce message sera son dernier. Je crois que j'ai compris ce que veut le jeu. Si je reste assez longtemps, il m'ouvrira la porte. Ce sera le dernier signe de vie que Marc a laissé en ce monde. Chez lui, la police n'a retrouvé que son PC encore allumé. Le jeu était lancé, le personnage encore debout face à ce miroir. Mais cette fois, le reflet n'y était plus. Ces 5 histoires sont différentes, mais tous reliées par un même point. Le moment où le jeu devient plus fort que celui qui y joue. À Jacksonville, c'était la colère. À Shanghai, la trahison. À Taïwan, l'épuisement. Et parfois, comme dans ce dernier récit, quelque chose qu'on pourrait qualifier comme de la folie. Ce ne sont pas les jeux qui rendent fous, c'est ce qu'on y met. Nos peurs, nos obsessions, nos manques. Le jeu ne fait que les refléter. Mais certains reflets sont parfois trop sombres et trop durs à regarder. C'était Jimmy, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et on se retrouve pour la prochaine vidéo.